les salue des pieds jusqu'à la tête, de la mode à la culture. Version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain. Et c'est tout de suite. Scellez vos montures et faites vos jeux. On vous donne rendez-vous dans les coulisses de l'hippodrome de Longchamp. Ça va décoiffer. Comme une suspension astrale, les pierres précieuses dansent au bout des créations de la joaillière Sophie Pfeffer. C'est notre invitée du jour. Une moustache iconique, un art dadaesque, Paris porte encore aujourd'hui le coup de pinceau de l'artiste Salvador Dali. Ses repérages. Antonin Mangin fait revivre un savoir disparu. Ennoblisseur de cheveux, il tisse les chevelures comme un textile. Bon pour la tête, beau pour les yeux, le tout en version 100% française, ses points de vue. Les alchimistes du XXIe siècle ne changent pas le plomb en or, mais les déchets alimentaires en compost. Pas besoin de pierre philosophale, ils collectent les déchets locaux et grâce à un processus bien étudié et à l'aide de quelques machines, les transforment en compost qui participera à la revégétalisation de la ville, brillant. Fauteuil ruban, ribbon chair ou encore fauteuil F582, sous les 1000 identités de cette assise se cache le designer Pierre Paulin. En 1965, il a pensé cet incontournable du design comme un ensemble. Un véritable joyau d'innovation et d'équilibre qui s'est parfois paré des tissus les plus psychédéliques. Son mot d'ordre, c'était confort et réconfort. Sous couvert d'un mystérieux pseudo, un facétieux auteur belge privé de talent de dessinateur s'est approprié plusieurs dizaines d'images libres de droit dans son ouvrage « Un faux livre ». Heureusement pour nous, le dieu des auteurs l'a doté d'un humour incomparable qu'il a mis au service de vieilles illustrations, une bonne info. Les 10-10-10 se définissent comme des artisans chercheurs du beau et de l'exception, rien que ça. Il est vrai que chez eux, les boutons de manchette font fi de toute discrétion et donnent envie de relever ses manches de veste. Fabriqués en France avec le souci du détail, ils sont le parfait équilibre entre bois et pierres précieuses, le chic à la française. À Longchamp se trame un drôle de manège. Dans le cœur de l'hippodrome, les courses battent leur plein. On s'est fait tout petit pour découvrir l'envers du décor. Préparez vos jumelles et votre plus beau chapeau. Cette semaine, on vous offre un dimanche à l'hippodrome de Paris-Longchamp. Niché dans le bois de Boulogne, il accueille une trentaine de jours de course chaque année et vous allez voir, c'est une véritable fourmilière. Mais patience, pour commencer, on vous fait entrer par la grande porte. Tout en haut de ces marches, vous ne pouvez pas le rater, il y a la statue de Gladiateur, un cheval français qui a un peu humilié les Anglais sur leur terre en 1865. Une prouesse qu'ici, personne n'a oubliée. C'est le premier cheval étranger à avoir gagné le derby d'Epsom. Non seulement Gladiateur gagne le derby, mais il gagne de très nombreuses longueurs, il se balade absolument et certains vont jusqu'à dire que Gladiateur a vengé Waterloo. Et oui, ici on est un peu à cheval sur l'histoire. C'est que Paris-Longchamp est le doyen des hippodromes parisiens. Inauguré sous Napoléon III en 1857, il a vu l'essor de l'équitation comme discipline sportive de pointe et un art de vivre. Mais il n'a pas toujours eu la vie facile. Régulièrement bombardé en temps de guerre, il a toujours été reconstruit. En 2018, il est entré dans la cour des grands avec une toute dernière rénovation. Un hippodrome nouvelle génération signé Dominique Perrault aux couleurs du bois de Boulogne en automne, période à laquelle se court le prix de l'Arc de Triomphe. Et la forme de ces tribunes n'a rien d'anodin. Si on se retourne, on voit cette avancée vers nous avec ce surplomb et c'est l'encolure du cheval qui va vers l'avant et donc c'est les tribunes en mouvement. En mouvement comme le public qui peut parcourir des kilomètres entre les tribunes, les espaces de jeu, de détente et de restauration ou à l'affût encore d'un des 500 écrans de retransmission. Une journée aux courses, ce n'est pas de tout repos, que ce soit au bord des pistes ou en haut des suites privatives. Rayon vert, le numéro 2, est en deuxième position à la hauteur de Paris-Gauche. Vous entendez cette voix? Lui aussi bien parti, le favori qui se lance à sa poursuite. La troisième place, bien... C'est celle d'Alexandre Léger, le commentateur de l'hippodrome. Le numéro 4, Eurial. On est quand même assez privilégié par rapport aux spectateurs qui vont rester en bord de piste, par exemple. On a une vue quand même effectivement assez plongeante sur la piste. On voit une partie de Paris en tout cas, mais le plus intéressant évidemment c'est de voir la piste. Aujourd'hui, Alexandre commente 8 courses avec pas moins de 95 jockeys
et leurs chevaux. Alors pour tout retenir, on se demande bien quel est son secret. On en apprend chaque jour finalement. Chaque réunion est différente avec de nouveaux chevaux, de nouvelles casaques effectivement. Voilà, c'est une gymnastique, une mécanique qu'il faut avoir. Il serait peut-être temps de rendre une petite visite à ces jockeys, ou du moins jeter un coup d'œil plutôt exclusif dans leur vestiaire. Des dizaines de cavaliers passent ici chaque dimanche de course et certains sont des habitués. Ici, celui d'Olivier Pellier, là de Christophe Soumillon, c'est des jockeys qui montent très très régulièrement et qu'on leur place attitrés. Sans doute, on se fétiche un peu. On va peut-être laisser Christophe Soumillon, qui est derrière, récupérer sa place sans le déranger, parce qu'en général, il monte toutes les courses de la Réunion et entre deux courses, il a besoin de se détendre. On ne voudrait pas abuser de leur hospitalité, alors on file, direction le lieu le mieux gardé de l'hippodrome, les écuries. À l'abri du bruit de la rue ou du champ de course, les 136 box sont un peu les vestiaires des chevaux ou la loge des artistes, car certains sont de vraies stars. Tout un bâtiment est dédié au service vétérinaire pour gérer les accidents et effectuer les contrôles antidopage. La triche, c'est mal, même pour les pur sang. Sur un hippodrome, les écuries, c'est vraiment un endroit un petit peu magique. Et effectivement, on ne peut pas admettre le public parce que s'il y avait plein de gens qui passaient, on ne pourrait rien contrôler. Voilà, vous êtes désormais incollable sur l'univers hippique et ses petits secrets. Cabine du commentateur, vestiaire et écurie, on vous l'assure, c'est un tiercé gagnant. La joaillerie répond à des codes que Sophie Pfeffer adore déconstruire avec originalité, au programme des créations surprenantes. Dans la vie, on a beau lutter contre ses rêves de petite fille, ils finissent tôt ou tard par nous rattraper. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé pour Sophie Pfeffer, qui après plusieurs années à exercer le métier d'avocate, a décidé de se jeter dans le bain de l'artisanat d'art en créant sa marque de joaillerie 5 octobre. Autodidacte, Sophie a su s'entourer d'artisans qui lui permettent aujourd'hui de donner vie à ses croquis et à ses envies. Et si cette reconversion était une évidence, il était important pour elle de laisser ce choix mûrir avant de se lancer. J'ai toujours su qu'un jour, j'allais faire un métier de création. Mais effectivement, il me fallait l'assurance et certainement la maturité. Donc c'est plus, je dirais, la maturité qu'un moment déterminé de ma vie. J'avais fait un métier que j'aimais quand j'étais avocat, mais je savais qu'il me manquait quelque chose. Et cette pièce manquante, elle l'a trouvée dans les pierres. C'est une sorte d'évidence, le travail avec les pierres. C'est-à-dire que tout de suite, ça me parle. Dès que je les vois, il y a une sorte de magie qui opère. Si pour Sophie, il est difficile de décrire ses inspirations qui sont multiples, ce qui guide sa création, c'est avant tout l'émotion. À la base de mon travail, quand je crée, j'ai une émotion. Donc, je ne peux pas créer un objet sans que ça suscite pour moi ce bonheur. D'ailleurs, dans les collections, s'il y a une pièce qui ne m'émeut pas, je ne la présente pas. Ces pierres, elle les travaille dans son atelier qui se trouve au sous-sol de sa maison aux portes de Paris, accompagnée de ses collaboratrices. Mais dans un souci d'anonymat, nous resterons dans son salon. Contrairement au code de la joaillerie, Sophie aime ces pierres imparfaites avec ses aspérités. Rarement serties, elle aime les percer, les polir et dévoiler les facettes de leurs couleurs et leurs âmes. Et la rencontre entre Sophie et ses pierres est toujours empreinte d'émotion. Celle-là, elle a plein d'opacité qui font son charme. Et puis qui donnent à cette couleur un rose orangé, un peu pêche. C'est délicat et presque mystérieux. Et c'est cette délicatesse qui a attiré Patricia Romatet, directrice d'études à l'Institut français de la mode. Patricia a découvert le travail de Sophie en 2005 et depuis, elle suit son évolution de très près. Ce qui caractérise le travail de Sophie, c'est une approche sensible du bijou et à la fois de
de mélanger des inspirations. Je crois qu'il y a quelque chose sur le temps et sur le passé qui est intéressant et sur lequel elle travaille régulièrement, sur ses références soit à l'antique, soit au 19e. Et puis aussi tout ce qui fait référence à l'ethnique. Et cet amour pour l'antique et l'histoire se traduit par la singularité de sa boutique, qui en fait n'est pas une boutique, mais une galerie. C'est un lieu qui a été la galerie d'André Breton. Sur la porte, il y avait un couple enlacé. Donc, je trouve le symbole très très joli. Et le lieu, je trouve, a une âme. Donc, je n'avais pas envie de le transformer. J'avais envie de lui laisser ce vécu pour aussi permettre aux visiteurs d'avoir une autre expérience, de se sentir bien. C'est l'expérience que moi j'aurais envie de vivre, que j'essaye de faire vivre et de vivre avec les personnes qui viennent nous voir ici. Des écrins porte-bonheur que Sophie expose dans cet univers délicat qui lui ressemble et où tout est source d'inspiration. Bonjour Sophie. Bonjour Katharina. Sophie, si le bijou a toujours été votre passion depuis toute petite, ça n'a pas du tout été votre premier métier. Vous étiez avocat. Oui, j'ai été avocat pendant 10 ans. Pourquoi vous êtes contrainte à faire autre chose? C'est une passion d'enfance. Donc ça s'est fait très naturellement avec le temps, l'envie de réaliser un rêve d'enfant. Parce que vous avez grandi dans un univers entouré de belles choses. Oui, qu'est-ce que vous ont transmis vos parents? J'avais des parents esthètes. Ma mère aimait la déco, elle aimait la mode. On avait chez nous un escalier Roger Talon, un lustre Werner Pantone des années 70. Mon père aussi était un esthète, c'était un homme élégant. Donc en étant baigné de toute cette influence, on grandit avec des envies. Et en plus, moi, j'avais une curiosité pour l'art, les pierres, les accessoires. Donc, j'avais envie de... J'étais créative déjà petite, hein, j'étais douée pour fabriquer des petites choses, je faisais des bijoux à 8 ans. Alors Sophie, tout le monde doit vous poser la question, qu'est-ce qui s'est passé le 5 octobre? Oui, eh bien, c'est exactement pour exciter la curiosité que j'ai choisi une date importante pour moi, qui est ma date anniversaire, mais c'est un clin d'œil surtout, parce que le 5 octobre, au-delà de mon anniversaire, c'est un chiffre qui a une forte symbolique, donc il y avait toute une recherche de sens dans mon travail. Alors parlons-en de la symbolique, parce que vos créations s'apparentent, bien sûr ce sont des bijoux ornementaux, mais il y a toujours une symbolique, ce sont un peu des talismans comme des gris-gris qu'on porte tout le temps sur soi. Est-ce que vous êtes superstitieuse? Non, pas du tout, mais je considère que le bijou a une valeur affective en fait. Il y a beaucoup de transmission dans le bijou. C'est un objet différent des autres, c'est un objet qu'on offre beaucoup, qu'on a envie de transmettre à ses enfants. Donc il y a cette dimension-là, qui est une dimension d'âme, une dimension d'amour. Et dans le bijou, c'est ce que j'essaye de faire aussi en créant le bijou. Alors vos créations sont faciles à porter, mais il y a deux aspects. Récemment, vous avez exposé au PAD, au Pavillon des Arts et Design, à Paris. Et c'est une nouvelle démarche pour vous. Oui, c'est une nouvelle démarche, mais qui est là depuis le début. Il me fallait juste le temps de prendre de l'assurance pour pouvoir aller sur ces éditions limitées, ces pièces uniques que je fais déjà depuis plusieurs années et que j'ai pu mettre en scène à cette occasion et que je peux mettre en scène désormais à la galerie, effectivement. Vous êtes autodidacte, Sophie. Comment vous avez appris finalement à travailler le bijou? Alors, je suis totalement autodidacte, en effet. J'ai appris grâce aux artisans avec lesquels je partage cette passion. Donc, en discutant avec eux, on arrive à mettre en forme les idées que j'ai. Alors, des fois,
Ils me disent mais non, c'est pas possible. Je leur dis mais si, on va le faire comme ça quand même. Et donc c'est presque génial de ne pas avoir eu de formation et de carcan académique. Vous êtes très libre. Parce que je me sens très libre et j'ai pas envie de m'enfermer dans des codes. Et j'arrive à restituer exactement ce que j'ai dans la tête. Un mot sur la couleur, Sophie. Vos bijoux ont cette particularité d'être extrêmement joyeuses, extrêmement colorées. Oui, j'aime la couleur et j'aime travailler des pierres avec des nuances comme un peintre le ferait avec une palette. Donc les possibilités sont infinies et c'est magique pour moi. Je pense que ça ramène à l'enfance. Hein. C'est comme une petite fille devant des paquets de bonbons ou des fleurs. Il y a une nuance, une lumière et ça me permet de faire des compositions et de jouer, oui, comme si je dessinais. Des fois, je n'ai pas besoin de passer par le dessin parce que les pierres sont là. Et l'assemblage des formes et des couleurs et de la transparence, ça me parle tout de suite. Merci beaucoup, Sophie. Merci, Katharina. Le peintre Dali avait fait de Paris son lieu d'expression. Suivez les œuvres du maître du surréalisme avec nos 3 adresses. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé et exploré la capitale sur les traces d'un artiste à la moustache fantasque, Salvador Dali. Très vite, l'artiste espagnol est attiré par l'effervescence créative parisienne. Et c'est en haut de la butte Montmartre que débute notre visite au Dali Paris. Dans les années 20, quand Dali arrive à Paris, tous les artistes sont à Montmartre, Toulouse-Lautrec, Renoir, Picasso. Donc Dali vient à Montmartre, évidemment. Montmartre est cher à son cœur avec ses moulins qui lui évoquent l'imaginaire de Cervantes. C'est donc très très logique qu'on soit aussi dans les entrailles de Montmartre pour présenter l'œuvre de Dali. Tout juste rénové, Dali Paris présente plus de 300 œuvres de l'artiste, de la sculpture à la gravure, en passant par des dessins, des objets et du mobilier surréaliste. On y trouve des œuvres connues comme ses incontournables montres molles, mais également des œuvres un peu plus confidentielles. Entre autres, la Tentation de Saint-Antoine, donc une peinture à l'huile qui a été réalisée en 1946. Et on retrouve une des évocations de cette peinture avec l'éléphant spatial, un immense éléphant sur des pattes d'araignée, avec des ailes de chauve-souris, une queue de cochon, qui représente toutes ces tentations. Une visite qui promet de vous plonger dans l'univers fantasque et surréaliste de Salvador Dali. Troquez maintenant vos baskets contre vos souliers de ville, car l'endroit que nous allons découvrir est un haut lieu du luxe parisien. À chaque fois que Dali s'arrêtait à Paris, il séjournait au Meurice, toujours dans la même suite et pas n'importe laquelle. Il a choisi le Meurice parce que son roi Alphonse XIII, quand il était en exil en France, avait l'habitude de séjourner au Meurice. C'est pour ça Dali, qui était très royaliste, qui admirait le roi Alphonse XIII, a pris du coup ses habitudes au Meurice. Ouvrez grand vos oreilles car vous n'allez pas être déçus. Yoko a plus d'une anecdote à nous raconter. Après le départ de Dali, il fallait refaire toute sa suite, puisqu'il avait mis la peinture, il y avait ses osselets parce qu'il avait ses animaux. Et du coup, il faisait des traces de griffes. Et du coup, Galas, la compagne de Dali, devait signer des factures colossales à la fin quand il repartait. Et si vous vous demandez à quoi ressemblait la journée type de Salvador Dali, il n'y a qu'à poser la question. Donc le matin, il se réveillait tranquillement. Il allait ensuite déjeuner chez Maxime ou Lasserre. Et pour aller déjeuner, il prenait une limousine. En fait, il demandait au personnel de jeter des centimes sous la limousine pour qu'il ait l'impression de rouler sur l'or. Et à 5 h de l'après-midi, il appelait ça le 5 o'clock tea, où il accueillait les artisans, les artistes, les journalistes, les mondains, justement pour créer une sorte de café society dans cette suite. Tout un programme. Depuis l'époque Dali, la suite a été restaurée, mais elle est parsemée de références à l'artiste. On retrouve également cette commode chinoise qui était déjà là lors des séjours de Dali, comme en témoigne cette photo.
Pas besoin de louer la suite pour trouver des hommages à l'artiste. Le restaurant du Meurice s'appelle Le Dali. C'est Philippe Stark qui a designé l'endroit avec sa fille Ara et il a laissé quelques clins d'œil à Salvador. Avant d'élire domicile pendant 30 ans au Meurice, Salvador Dali et sa femme Gala ont posé un temps leur valise dans le 14e arrondissement entre 1934 et 1938 au 101 bis rue de la Tombissoire. Une demeure juste à l'angle de la célèbre impasse Villa Seurat, véritable repère d'artistes. Si on ne trouve malheureusement pas la trace de son passage à la Villa Seurat, il faut remonter vers la Seine, non loin de Notre-Dame de Paris, au 27 rue Saint-Jacques. Si vous levez la tête, vous apercevrez un cadran solaire signé Dali. Un cadran qu'il avait créé et gravé pour ses amis tenant la boutique juste en dessous. Vous voici maintenant convaincu qu'il est inutile de traverser la frontière espagnole pour plonger dans l'univers excentrique de Dali. Paris suffit. Imaginez la fibre capillaire comme une matière première que l'on peut travailler et tisser comme du fil. C'est l'aventure d'Antonin. Quand on pense art et cheveux, on a tout de suite en tête une certaine Marie-Antoinette ou pourquoi pas Lady Gaga. Mais l'art capillaire, c'est bien plus que la coiffure ou la perruquerie. À partir de ce matériau pas si rare mais peu banal, il existe ou plutôt existait un vrai artisanat de décoration et bijouterie né au XVIIe siècle dans les couvents. Il s'est popularisé au XVIIIe et au XIXe siècle l'âge d'or des bijoux en sentiment, des parures réalisées avec ou à partir de cheveux d'une personne chère, absente ou disparue. Romantique, on croyait cet art définitivement éteint, mais c'était sans compter sur Antoine Mongin qui rafraîchit ses pratiques. Je me posais la question de savoir qu'est-ce qui ferait qu'un textile puisse être plus couture que couture pour un client ou une cliente en particulier. Qu'est-ce qui ferait qu'on ait un matériau sur mesure? Quelle serait la fibre la plus intimement liée à nous? Non, vous ne rêvez pas, Antonin se la joue tisserand d'un nouveau genre. Dans sa trame, il glisse des mèches de cheveux démêlées avec soin et son geste s'inscrit dans la pure tradition du tissage. Un geste répétitif, méticuleux, très long, mais symbolique pour sa vocation. On peut jouer sur la brillance et en même temps, on a la présence de ce fil blanc de chêne qui vient un peu brouiller, comme pixeliser cette couleur-là. Et du coup, au niveau du toucher, on est similaire quasiment à une étoffe en soie. Antonin Mongin a étudié le design textile à l'École nationale des arts décoratifs et depuis 3 ans, il travaille à un doctorat en arts et sciences. Une manière de mêler à sa quête esthétique une vraie démarche de chercheur, quitte à se faire quelques cheveux blancs. C'est un peu l'enjeu de mon doctorat, de savoir effectivement s'il est possible de travailler avec le cheveu dans tous ses états. C'est-à-dire travailler notamment sur ses aspects, ses propriétés matérielles, comme par exemple la kératine, qui viennent après être mélangées à des savoir-faire à caractère artisanal, justement pour créer des nouveaux types de matériaux, certes individualisés, mais aussi innovants par leurs propriétés. Et côté pratique, cet atelier est un véritable terrain de jeu. Ici, Antonin dispose de tous les équipements pour adapter les savoir-faire textiles qu'il maîtrise à sa matière peu conventionnelle. Donc là, je lis, en fait, ça va être un tricot, une structure de jersey composée de 2 types de fils différents. Et on les tricote en alliage, un alliage avec une autre fibre. Oui, il tricote aussi les cheveux, certainement pas des écharpes, mais des structures sophistiquées, plus décoratives ou symboliques que pratiques. Mais attention, pour cette technique, il faut des mèches d'au moins 40 cm. Il lui faut donc tisser une vraie relation avec les anciens propriétaires de ces crinières. Et l'objectif, c'est justement de ne pas l'utiliser comme un matériau en vrac, mais de l'utiliser comme un matériau finalement source de création et de production individualisée, lié justement aussi à l'histoire de la personne dont ils proviennent. Changement de décor, direction son atelier personnel, une ancienne perruquerie où il conserve ses créations et sa matière première. Des dizaines de mèches données par des particuliers et comme vous le savez, ce n'est pas la taille qui compte. Avec les échantillons les plus courts, moins de 5 cm, il crée ses coupons imaginés pour habiller des accessoires en maroquinerie par exemple.
Il s'agit bien de cheveux toujours, réduits en poudre et mélangés à des liants de sérigraphie. Finalement, cette poudre-là devient un pigment que je mélange à des liants de sérigraphie textile et qu'après je viens appliquer au cadre sur un support textile existant pour créer différentes variations de textures et de visuels. Chaque jour, Antonin Mongin explore un peu plus le cheveu jusqu'aux pointes avec la ferme intention de redonner ses lettres de noblesse à cette fibre un peu particulière. Vous ne regarderez plus jamais le sol de votre salon de coiffure de la même manière. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite et en attendant, restez chic toujours. Bye!